Salut, bienvenue sur le podcast Livresse, le podcast littéraire où l'on discute d'une lecture commune autour d'un verre. Avant toute chose, comme d'habitude, de rappel, ici on spoil nos lectures et la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, à consommer avec modération. Et ce soir, comme tous les soirs, je suis avec mes deux acolytes. Morgane, comment vas-tu ? Ça va bien, merci de poser la question. Et toi, comment vas-tu ? Ça va. Clément, comment vas-tu ? Ça va. Pour ce soir, nous avons lu Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. Donc le podcast se découpe comme habituellement avec une présentation de l'œuvre et de notre dégustation, une discussion autour du livre et nos découvertes culturelles. On va commencer comme d'habitude avec une petite question sur nos habitudes de lecture. Est-ce qu'il vous arrive de ralentir volontairement votre lecture pour rester plus longtemps dans une ambiance ? Absolument. Dis-nous tout. Cette question me fait beaucoup rire parce que c'est le cas actuellement. J'ai découvert la série Throne of Glass, qui est de la fantasy. Et j'en suis au 7e et dernier tome. Et ça doit faire 3 ou 4 mois que je le lis. Et je le lis tout doucement parce que je n'ai absolument pas envie de sortir de cet univers. Et qu'une fois que j'aurai terminé, ce sera terminé. Et j'ai pas envie. Tellement doucement que t'as mis du temps à commencer le tome. Oui. Oui. Là, j'ai un regain de lecture où j'ai très envie d'être dans l'univers, donc je relis beaucoup. Mais je sens que je vais m'arrêter de nouveau un petit peu pour repousser la fin du livre. Mais du coup, c'est pas ralenti, c'est que tu coupes ta lecture, quoi. Ah non, je coupe. J'y repense, j'y pense tous les jours, mais je coupe. Parce que je veux pas. Je veux pas terminer. Clément ? Bah oui, aussi. En fait, c'est une question bizarre, moi j'aurais posé dans l'autre sens. Pour moi, ça me paraît presque normal sur un très bon bouquin, de ralentir à la fin. Là, sur le Becky Chambers, il y a eu tout un moment de j'ai pas envie que ça se finisse. Pour le coup, j'ai du bol, ça fait 3 livres d'affilée, où la fin est difficile à chaque fois, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça logique de ralentir à la fin quand tu t'es investi pendant des heures et des heures, et que t'es dans un monde, c'est toujours compliqué de le quitter, je trouve. Oui, c'est sûr. Mais après, mais tu vois, j'ai ce truc-là de me dire, ah là, faut que je ralentisse, mais en fait, j'accélère. Parce qu'il y a une part de moi qui dit, il faut que je sache. Et après, je me dis, non, faut pas. Et en fait, je suis en entre-deux de panique. Où en fait, je lis, après je le ferme parce que genre, je dois faire autre chose. Parce que j'ai une vie en dehors de la lecture. C'est peut-être ça le problème, du coup. Mais oui. Et du coup, je le ferme et je me dis, oh, mais il me reste plus que ça. Sauf qu'en fait, je le ponce, quoi. Mais du coup, surtout, moi, je trouve que ça amène à une autre question, c'est... Est-ce que le fait de faire ça, c'est pas juste se protéger de ce sentiment de vide, de fin d'un bouquin, et encore plus d'une saga ? C'est absolument ça, hein. Pour ma part, c'est ça, clairement. Tu sais, je trouve que c'est super triste, ce truc de j'ai passé tant de temps avec les persos, j'ai appris à les apprécier et tout, et là... j'ai plus de support, quoi. Ouais, mais même plus, j'ai plus de support pour passer du temps avec eux. Je sais pas, je serais curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui se dit jamais je vais ralentir pour passer plus de temps sur la fin de mon bouquin, et qui se dit au contraire, il faut que ce soit fini pour que ce soit cool. Je serais vraiment curieux de discuter avec quelqu'un de ça. Alors qui est dans l'optique de le dire, là je le dévore et... C'est trop bien, donc je le bourrine jusqu'au bout, pour justement ou passer à autre chose, ou laisser place que à ton imagination, parce que c'est ça aussi, finir un bouquin, c'est ouvrir sur ce que toi t'as envie d'en faire, quoi. Mais toi, ce qui est hyper dur, je trouve, avec ces bouquins-là, où t'es en mode, soit en mode je ralentis pour bien savourer, ou t'es en mode panique, je veux pas le finir, c'est qu'après, tu sais, tu finis et tu dis, qu'est-ce que je vais lire ? Parce que après, il y a tout qui devient presque nul, quoi, sauf si tu retombes sur une pépite ou une valeur sûre, tu vois, mais la plupart du temps, t'es en mode, ah ouais, mais du coup, c'était pas ouf, ah, mais du coup, c'était pas... Je pense que le meilleur sentiment là-dessus, c'est de découvrir que c'est une saga. Oui. Peut-être tu finis un bouquin en te disant c'était un one-shot, et tu regardes sur internet, et là il y a un tome 2, et t'es là, wow. Trop bien. J'avoue, j'aimerais bien vivre ça une fois, quand même. Mais je pense que toi, c'est un peu ce que des gens ont ressenti avec, par exemple, les Hunger Games, qui des années plus tard ressortent avec des tomes. Ouais. Même dans ce cadre-là, je trouve que les tomes qui sont sortis n'ont pas la même saveur que les premiers tomes des Hunger Games. Non, ça n'a pas la même saveur du tout. Et même s'ils sont cool, tu vois, moi je sais que je les ai lus, j'étais ado, les Hunger Games, et j'avais aimé l'univers, j'étais plongée dedans, je voulais pas les quitter. Et après, je crois que ça fait partie des livres que j'avais relus, gamine.
Et là, toi, j'ai relu les 2 qui sont sortis sur le président Snow et sur Haymitch, et oui mais non. Et du coup, c'est cool de te replonger dans l'histoire. Ça a presque pas assez évolué pour que ce soit... Surtout qu'entre-temps, les lecteurs ont évolué. Oui, c'est Il y ça. a eu longtemps... Ils sont parus peut-être trop longtemps après. Et puis, il n'y a plus la découverte de l'univers. Ouais, mais tu vois, moi, Ça je joue trouve aussi. que dans ceux-là, celui-là sur Haymitch, c'était presque un trop gros copier-coller. Toi, les arènes, c'était le même principe, c'était le même fonctionnement, et du coup, il y avait quand même des gros trucs qui tournent en rond par rapport à ce qu'on connaissait. Ouais, mais ça m'a fait du bien quand même de pouvoir retourner dans l'univers avec quelque chose que j'ai pas déjà lu. Et du coup, même si c'était un peu un copier-coller, il y a un petit côté nostalgique qui est quand même très content de se replonger dedans. Oui, je l'ai fini. C'est exactement pour ça qu'il y a un tas de séries, je sais pas trop si ça se fait en bouquin, mais tu vois, en série, pour ça qu'il y a un tas de spin-off. Oui. En fait, le spin-off, ça répond clairement à ce manque, quoi. Le besoin de rester dans la bulle et... Là, j'ai très peur de finir Throne of Glass parce que je sais que je vais être dévastée quand je vais terminer le livre. Et qu'après, je pense que je vais me taper une dépression post-lecture. Vraiment, hein. Et j'ai déjà anticipé le truc parce que du coup, je les ai pris en audio pour pouvoir, au moment où j'en avais besoin, me replonger dans l'univers, mais pas avoir à relire le livre parce que bon, je viens de les terminer quand même. Le but, c'est pas de reprendre la même lecture. Mais juste à certains moments, quand l'univers me manque, je sais que je pourrais retourner dedans en audio. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cette plongée dans des ambiances ou quoi. J'aimais des livres, mais pas ce que... Tu sais, il y a vraiment ce côté ado. Oui. Où t'étais vraiment en mode obnubilé par la saga, où tu pensais à ça tout le temps et tout. Et je trouve que ça le fait quand même un peu moins adulte. Totalement, mais c'est pour ça que j'étais très surprise, là, de retrouver ça. Peut-être la solution, c'est de faire des fanfics. Comme quand on est... Enfin, T'as écrit des fanfics? Non, Clément justement. a écrit des fanfics? C'est ce que j'allais dire. Attention. Mais non, mais en fait, du coup, avec un pas de recul, je me moquais beaucoup des gens qui faisaient des fanfics, mais avec un pas de recul, c'est ça. Oui. C'est resté dans l'univers. Ah oui. Donc J'en lisais beaucoup. J'en écrivais beaucoup. Moi, j'aurais préféré que Clément en écrive. Il aurait fallu. Bah ouais, mais je lisais pas à l'époque. Du coup, j'avais pas de support. Oui, mais alors, il y avait les fanfics, ça touche à plein d'autres trucs que juste les... Enfin, t'avais des fanfictions sur de la musique, sur tout ce qui était musicien, artiste. T'en avais sur les séries, les films, enfin, sur les jeux vidéo, il y en a sur les jeux vidéo. En fait, ça touche à tout. Hein. Oui. Moi, j'étais de l'autre côté de la barrière. Côté de ceux qui se moquent. C'est pas mieux, mais je me moquais beaucoup. Moi, j'en lisais trop pour me moquer. Bon, je pense qu'on peut avancer un petit peu. Et donc, on va commencer par nos boissons alcoolisées ce soir. Du coup, on est parti sur du saké. Je vais commencer par lire la citation du livre. Le hasard voulut que Masashi obtint une bouteille de saké que visaient tous ses collègues qui raffolaient de cette boisson. 1,8 litres de Kegetsu, un breuvage renommé de l'île de Shikoku, offert par un client connu de tous les employés pour envoyer chaque année d'excellents sakés. Du coup, ça fait comme 3 petits verres de saké différents. Et donc là, on en a eu un nature, un à la prune et un au matcha. Donc le saké, pour info, c'est un alcool produit par la fermentation du riz qui peut aller de 11 à 20 degrés en moyenne et qui peut être de différentes qualités ou qui peut être aromatisé. Il peut être bu chaud ou froid. Le terme saké peut par contre, selon le contexte, changer de sens et désigner d'autres alcools. Enfin, ça peut être du vin de riz, les autres alcools, donc ça peut être un terme assez vaste. Certains vont utiliser des termes plus précis. Je ne connais pas les termes, mais je suis incapable de les prononcer. Mais donc il y aurait des termes plus particuliers pour le saké. Historiquement, elle est initialement considérée comme une boisson des divinités shintos et de la cour impériale. Puis elle est devenue une boisson emblématique de la nation et une boisson populaire, même si elle est introduite par la Chine avant de devenir une boisson traditionnelle japonaise. Du coup, on a déjà un peu tout goûté pour faire une dégustation pendant 3 plombs. Je vais juste demander peut-être lequel vous avez préféré. Celui à la prune pour ma part. Je l'ai trouvé très doux et très fruité. J'ai bien aimé. Presque l'impression de ne pas avoir d'alcool dedans pour le coup. Oui, prune aussi, clairement, pour cette raison-là. Moi, j'aime pas trop le goût de l'alcool de riz.
Et celui-là avait vraiment pas le goût d'alcool, c'était juste du sirop, il était très très bon. Le nature, j'aime pas le saké, donc je l'ai pas aimé, et celui au matcha, c'est ça. C'est rigolo parce que ça ressemble à de la vase, mais c'est pas très très bon. Mais c'est rigolo. Eh bien, moi, j'aime bien tout. C'est fou ça. J'aime un peu moins la prune parce que justement, je trouve que t'as pas le petit côté alcoolisé dans la bouche. Et j'aime bien quand même avoir le goût de l'alcool quand je bois de l'alcool. Moi, j'accepte les trois. Je suis très tolérante. Passons à la biographie de l'auteur, qui pour une fois, je vais découvrir en même temps que vous parce que j'ai fait travailler Clément. Hiro Arikawa est une autrice de light novel qui est née en 72 à Kochi. Elle a fait ses études dans le Kansai, où elle vit toujours aujourd'hui, menant une vie de femme au foyer, un brin, voire carrément paresseuse, selon ses propres dires. Elle a gagné le 10e prix Dengeki, catégorie roman en 2004 avec Shonomachi, un prix littéraire décerné tous les ans par l'éditeur japonais ASCII Media Works pour sa collection de light novels. Publiée dans diverses revues Library Wars et arrivée 5e au Grand Prix des librairies 2007. Dans ses œuvres, les thèmes abordés sont principalement les relations humaines. En 2004, le livre Shionomachi est apprécié particulièrement pour ça, mais aussi de guerre dans la série Library Wars, qui a été adaptée en manga. Et le titre Au prochain arrêt est adapté au cinéma en 2011 au Japon sous le titre, je vais tout donner, Hankyu Densha. 3 autres de ses œuvres seront adaptées en série ou en film. Et pour ceux qui ne la resituent pas, c'est aussi elle qui a écrit Mémoire d'un chat, qui avait eu beaucoup de succès, alors en France, mais du coup, vu qu'il est arrivé jusqu'en France, j'imagine, de façon internationale. Et je vais lire le résumé du livre. Au Japon, sur la ligne Hankyu-Imazu, reliant Takazuka à Nishinomiya, au gré des 8 gares desservies, des femmes et des hommes montent et descendent, chacun avec son histoire, chacun perdu dans ses pensées et dans les nœuds de son existence. Dans ce décor invariable et pourtant mouvant, des vies vont ainsi s'entrechoquer et être profondément changées. À chaque arrêt, de nouveaux passagers s'installent, se parlent, se lient, et, d'un trajet à l'autre, comme d'une saison à l'autre, le lecteur se fait l'observateur des paysages nouveaux et des multiples trajectoires qu'auraient pris ces destins croisés. Plus qu'une ode au voyage, ce roman choral de Hiro Arikawa est une invitation à l'arrêt sur soi-même, en même temps qu'une éloge de l'imprévisible, et de ces rencontres qui, si l'on ne se défend pas, font que des êtres de passage peuvent bouleverser les cours de nos vies. Et c'est Clément qui nous l'a proposé, donc je vais te demander de faire ton propre résumé. On passe de gare en gare au travers de discussions, de situations, qui vont se faire se rapprocher des usagers entre eux. On y découvrira petit à petit leurs histoires. Chaque trajet est une tranche de vie et une invitation au voyage. C'est un petit roman attachant et plein de douceur. Et pourquoi tu as choisi ce livre ? C'est une très bonne question. C'est la chance. Il n'y avait pas d'inspiration au moment de faire la sélection des 3 pour le vote. Et du coup, j'ai été sur Pabellio regarder un peu ce qu'il y avait qui cochait nos cases. Et en fait, en tombant sur la couverture et sur le résumé, parce que du coup, j'ai lu le résumé pour une fois, je trouvais que c'était un bouquin qui avait l'air d'avoir une bonne ambiance et je me suis dit que ça changerait et que ça ferait peut-être du bien à Morgane d'avoir 3 mois de plus sans lire de SF. Merci. En sachant que les 2 autres c'était de la SF et ils n'ont pas été votés. Donc, du coup, ouais, c'est un gros coup de bol. Puis en plus, tu nous avais déjà dit que t'adorais lire dans les trains, donc peut-être que ça a joué. Du coup, on est vraiment sur un feel-good japonais. Et globalement, je l'ai trouvé... Alors, c'est pas un coup de cœur, il est pas extraordinaire, mais c'était vraiment un livre très agréable à lire. C'était un bon moment. Mais je pense que c'est même pas écrit comme un truc qui va être un coup de cœur de ouf, en fait. Je pense que c'est la définition parfaite d'un roman de gare. Oui. Clairement. C'est léger, on passe un bon moment, c'est pas quelque chose qu'on va forcément retenir, mais on passe vraiment un bon moment. C'est tout doux, je pense que lire ça dans un train, ça doit être trop bien. Lire ça un peu n'importe quand. Je trouve qu'il y a une ambiance qui porte à sourire et à un truc presque touchant dans ces relations qui se créent autour de ce train et ça fait du bien de le lire un peu n'importe quand. Moi, j'avoue, ça fait du bien d'être dans cette ambiance de les choses vont bien, quoi.
Après, il fait 184 pages. Et je pense que c'est le genre de livre que tu peux lire. Genre, je sais pas, tu fais un grand voyage en train ou un grand voyage en bus ou n'importe. Tu peux le lire en une fois. J'imagine bien que genre tu lis en bus ou... Bon, du coup, toujours dans le train, mais il y a moyen que tu fasses des pauses entre chaque chapitre et que tu te mettes à imaginer la vie des gens qui t'entourent. Et du coup, tu te plonges dans un roman, mais qui devient une réalité un peu. C'est un bouquin qu'il faudrait laisser dans les trains. Ouais. Parce que d'habitude, où on les refile ou quoi, j'avoue, celui-là, je vais peut-être le garder pour le tâche dans un train. Je trouve ça pas mal. En vrai, je sais pas si ça marche, je sais pas s'il y a des gens qui trouvent un bouquin dans les... Je serais trop contente. Si, ça marche. Je crois qu'il y a des sites entiers où tu peux mettre les livres que tu as retrouvés, qui sont faits que pour circuler. Tu mets un mot dedans, en mode ce livre est fait pour être abandonné, lisez-le. Et du coup, je pense que tu peux mettre un mot en mode ce livre doit être toujours dans un train. Faites-le voyager, un truc comme ça, tu vois. Peut-être faire ça. Bon, ça implique d'aller à la gare. Bah non, parce que en fait, c'est cool de mettre ça dans un TGV. Oui. Tu mets pas ça... Enfin, je sais pas. Faut que j'y réfléchisse, mais je trouve que c'est une idée qui se fait bien. Même dans le TER ou ton train de tous les jours, parce que là, c'est des gens qui prennent des trains de façon régulière et du coup, c'est là que tu vois toujours les mêmes personnes et que tu peux parler un jour avec quelqu'un à force de se voir tout le temps, quoi. Donc ça peut marcher aussi, même dans le train qui fait... Vous avez fait ça ? Bon, toi, je sais un peu, mais d'aller au lycée ou au taf en train, train. Parce que moi, je me suis retrouvé à fond dedans. Ah oui, moi totalement aussi. J'ai revu des gens que je voyais, pour le coup, quand j'allais au lycée, j'y allais en RER, et j'ai revu des groupes de gens, des couples qui se formaient, parce qu'en plus, du coup, il y avait plein de lycéens, donc forcément, ça se formait et déformait assez rapidement. Et il y a vraiment des passages. Il y a un passage où il y a un groupe de lycéennes, où il y a une lycéenne qui parle de son copain. Et j'ai posé le livre et je me souviens, quand j'étais au lycée, j'avais vécu un truc de... Pas d'écouter des gens qui parlaient de leurs copains et copines, mais de voir ces deux personnes qui montaient dans le train au début de l'année et qui sont devenus un couple et qui sont devenus un couple qui dure au lycée, donc un truc presque iconique. Et j'ai trouvé ça rigolo de retrouver ça à travers un bouquin, alors que ça fait presque 20 ans. Mais je pense qu'on a tous revu des scènes comme ça. Moi, je me rappelle avoir vécu une rencontre. Il y avait un gars que je voyais toujours dans le train quand j'allais à la fac sur Paris. Et on partait à peu près des mêmes gares et on allait à peu près aux mêmes destinations. Et je l'ai croisé plus tard dans un bar. Et j'étais avec une pote, et en fait, ça avait été le pion de cette pote-là, genre des années avant, donc ils sont parlé, donc je l'ai rencontré, et en fait, on a fini par faire des soirées ensemble sur Paris. Et vous preniez le train ensemble ou non? Non, on a arrêté de se croiser, c'était marrant, mais... Mais ouais, il y a un truc, et c'était hyper rigolo, et ça m'a fait beaucoup penser à ce type-là, et après, d'autres gens que tu recroises et tout, mais... Il y a une force dans l'écriture, je trouve. Oui. Qui rapproche de ça. Moi, j'avais l'impression de voir l'autrice qui écrivait dans le train, qui était là et qui écrivait le truc presque en direct. Je pense que c'est une écriture qui est pas facile. Parce que c'est pas facile de pas tomber dans un truc un peu mielleux, je pense. Et bon, ça l'est un peu, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, toutes les histoires tournent quand même globalement sur l'amour. Hein. C'est quand même le sujet de fond. Oui, mais ça reste toujours... Mais en fait, ça reste même les amitiés parlent d'amour. Oui. En fait, les amitiés parlent de relations amoureuses. Oui, mais tous les gens qui sont dans le train ne tombent pas amoureux entre eux. Oui. Enfin, ça, c'est... Peut-être d'autres trains, mais... Et puis, il y a quand même un côté ultra satisfaisant. Je pense qu'on a tous eu à un moment donné d'imaginer la vie des gens qu'on voit dans le train. Et du coup, il y a un côté ultra satisfaisant, là, à en fait découvrir la vie des passagers du train, parce que le nombre de fois où, en prenant le train, je me suis dit... J'ai écouté un peu les conversations où regarder les gens en me disant « Ah, mais en fait, j'imagine leur vie ». Et je pense qu'on a on a tous eu ça à un moment donné dans notre vie. Et là, il y a ce côté-là où en fait, tu découvres, du coup, la vie de ces passagers. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et du coup, quel perso vous a le plus marqué, lequel... Marqué, la grand-mère. Oui, parce que je la trouve ultra marquante. Ce côté... tu sens qu'elle a passé sa vie à être dans les règles, et que quand ça déborde un peu, ou elle tombe dedans avec... J'aurais peut-être dû préciser avant, mais les prénoms des persos, les noms des gars...
Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que moi, j'ai rien retenu. La première fois que cette grand-mère arrive dans le train, elle tombe sur une femme habillée en robe... En mariée. Elle est habillée de en mariée mariée. blanche, qui est toute seule avec un sac de cadeaux de mariée. Et la façon dont est présentée la grand-mère, tu sens que c'est possible qu'elle la juge. Et en fait, elle lui dit un truc trop cool. Et cette grand-mère, à chaque fois qu'elle croise quelqu'un dans ce train, elle leur dit un truc qui... Pas forcément qui change leur vie, mais qui met un petit coup de pouce. Et j'ai trouvé ça trop cool. Jusqu'à la fin, où elle continue à faire ça avec d'autres gens. Et du coup, cette grand-mère est avec sa petite fille dans le train. Et malgré ça, elle engueule sa petite fille pour un truc parce que ça doit être cadré. Et j'ai trouvé ce personnage trop bien de... il y a des cadres et des trucs à respecter, et il y a des trucs où il faut être humain. Et en l'occurrence, quand il faut être humain, ce qu'elle raconte marche à chaque fois, et c'est celle qui m'a le plus marqué. C'est pas forcément mon préféré, mais celle qui m'a le plus marqué. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a donné plusieurs coups de pouce. Et à la fin, c'est elle qui reçoit un coup de pouce. C'est elle qu'on vient sauver, un peu en mode... Là, j'ai plus de répartie. Et du coup, t'as un couple qui vient en mode... ouais, vous êtes trop des nazes. C'est vrai que c'est des nazes. Mais ouais, elle m'a laissé un truc que j'aime bien. Elle est percutante. Puis elle revient dans plusieurs histoires, et à chaque fois qu'elle parle ou qu'elle dit quelque chose, ça a un impact sur le reste des histoires et des protagonistes. Et du coup, ça, automatiquement, on la retient. Je l'ai bien aimée. Donc tous les deux la grand-mère. En plus marqué, en perso préféré, moi j'ai bien aimé... le geek qui parle d'hélicoptère à une meuf qu'il connaît pas, et ils finissent ensemble, et ils sont mignons parce que les deux sont tous les deux un peu gênés d'avoir une interaction sociale, et c'est le truc qui les rapproche, et j'avoue que c'est eux que j'ai trouvé le plus mignons. Mais je pense que je garderai plus un souvenir de la grand-mère. Mais en plus, ils étaient mignons parce que en fait, ils décident presque de sortir ensemble et de se revoir parce qu'ils n'ont jamais été en couple. Oui. Et qu'ils ont tous les deux une curiosité, et du coup, ils ont toujours été un peu victimes par harcèlement scolaire et tout ça. Et du coup, ils sont en mode, en fait, t'as l'air de m'accepter, je peux partir en délire et t'es ok parce que t'as subi la même chose que moi. Et du coup, ils finissent par être... Et c'est vraiment non, mais je veux bien juste parce que j'ai jamais connu, quoi. Et il y a un passage où ils disent qu'ils se le sont dit très tôt et qu'ils sont ok avec ça, et que du coup, ça leur retire un poids aussi de pas devoir faire semblant de savoir ce que c'est, et que du coup ça aide leur relation. Et oui, du coup leur relation est mignonne parce que les deux sont paumés, mais ça a l'air de leur fonctionner comme ça, quoi. Ils découvrent l'amour ensemble. Ils ont aucune idée de ce que c'est d'être une petite amie ou d'être un petit ami, et du coup ils sont vraiment en mode je peux faire des faux pas parce que en fait elle sait pas plus que moi, donc on s'éduque l'un l'autre et apprendre à se respecter, parce qu'ils sont beaucoup dans le respect. C'est vrai qu'ils sont mignons là-dessus. C'est vraiment une... Ils finissent par vraiment s'apprécier. Et ça, c'est encore plus mignon. Oui, ils sont ensemble à la fin. Ils sont ensemble pour de vrai, pas juste parce que ils se sont rencontrés et qu'ils se sont dit « Ah, mais en fait, on va tester. » Non, à la fin, ils sont vraiment attachés l'un à l'autre. Ils sont tombés amoureux. C'est trop mignon. Alors qu'il lui a parlé d'hélicoptère pour commencer, j'avoue. C'est un peu stylé. En fait, du coup, tout le livre, globalement, c'est des relations amoureuses. Alors, il y a d'autres relations, il y a la petite fille avec sa grand-mère et tout, mais je pense que la plupart des relations, c'est... C'est le socle de toutes ces petites histoires. Ouais, et en fait, c'est que des relations différentes. T'en as aucune qui se ressemble du tout, mais c'est pas des relations forcément de dingue, juste c'est des personnalités différentes. Et je voulais en venir à quelque chose. Le personnage le plus impactant pour moi, c'était la grand-mère, mais je crois que l'histoire que j'ai le plus préférée, c'est la mariée. J'ai trouvé ça assez sympa, enfin sympa, je sais pas si c'est le mot, mais cette histoire de vengeance, et en fait d'arriver à un mariage en blanc et en robe de mariée, parce qu'en fait, c'est son ex qui se marie avec une femme qui l'a mise enceinte. C'est vraiment ce truc, on est quand même au Japon, il y a des règles, et elle y va juste en faisant le pire truc qu'elle pouvait faire. Et en se disant, mais en fait, je leur pourris leur mariage parce que à chaque fois qu'ils y penseront, ils pourront pas oublier que j'étais là. Ils penseront à moi toute leur vie. Et ça, tu m'as trompé, gars. Fort. En fait, le truc, c'est que c'est pas juste il l'a trompé, c'est que
Elle, Oui. elle l'a manipulé et lui l'a trompé. Oui. Donc c'est vraiment deux personnes qu'elle aimait qui l'ont blessée. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire-là aussi, c'est qu'on découvre une partie un peu culturelle du Japon qu'on n'a pas ici avec cette histoire d'offrir des cadeaux aux invités, etc. Et en fait, on Aussi, découvre une petite partie... Si, t'as toujours tes dragées avec... Ah oui. Maintenant, t'as une bougie, un machin. Oui. Maintenant, t'as toujours un petit cadeau au mariage. Je vais pas penser à... Faut aller à plus de mariages. Bah, les gens divorcent autour de moi, ils se marient pas. Oui, c'est l'étape d'après, normalement. Ça y est. Vas-y alors, du coup. Je sais pas si c'est vraiment un point culturel du Japon, mais ils ont une facilité à se rencontrer et se dire vas-y, on va boire un coup. Oui. Je sais pas si c'est un truc très réel, ça. Est-ce que c'est pas genre Fantasmé, fiction, du coup fiction Parce de que bouquin. ça, il y en a plein qui le font. T'as le jeune couple de geeks et de la fille qui vont manger un morceau ensemble. Le premier couple, ils vont boire une bière tout de suite. Et en fait, c'est toujours hyper rapide Ouais, très fluide. la jeune qui sort avec le plus vieux, le couple de la lycéenne qui sort avec l'étudiant, qui du coup, bah pareil, elle était dans un supermarché, il lui a dit bah viens, on va boire un café. J'arrive pas à savoir, je sais pas du tout. Je connais pas assez pour savoir si c'est réel ou pas. Et toi, j'ai l'impression que nous, par contre, alors je sais pas si c'est moi et mon entourage, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très vécu culturellement en France. De dire, bah tiens, vas-y, on va boire un coup parce que on a parlé 2 minutes dans le train, quoi. Faut des angoisses juste à l'entendre. Oui, donc, moi aussi. Moi, je pense tout de suite à du harcèlement quand j'entends ça, tu vois. Donc, pour dire... Ouais, je alors, pense je pense tout de suite à parler à Pas des gens. Et forcément à c'est du pas... harcèlement, mais genre moi, j'ai un mec qui m'aborde en me proposant d'aller boire un verre, tout de suite j'ai peur. Hein. Pas Mais du tout et le si, truc du... si il te parle d'hélicoptère Non, parce que ça peut jouer. Alors, j'ai la technique de l'opossum, c'est tu fais ça et tu parles plus. Non, Donc, non. En le lisant, moi, je me suis dit, ça pensait à un truc un peu romancé. En vrai, ça doit arriver. Hein, ça arrive Oui, mais là, partout, c'est quand même mais, une base de beaucoup de relations. Alors, tu vois, le premier couple qui fait ça m'a moins perturbée. On apprend qu'ils se sont déjà vus plusieurs fois, qu'ils prennent toujours le même train, donc ils s'étaient déjà repérés, qu'ils côtoient la même bibliothèque, qu'ils lisent les mêmes livres, qu'ils s'étaient déjà repérés l'un l'autre. C'est presque naturel. Ouais, Celui-là, c'est ça. c'est presque naturel. Et que, du coup, là, c'est la femme qui vient aborder l'homme parce qu'elle l'avait repéré et elle cherchait l'occasion de lui parler et qu'elle lui a lancé une perche et qu'il a... Enfin, ça suivait dans l'histoire. Oui, ça se tient de ouf. Que les autres, c'est vraiment... Mais même ah bah, tu m'as bousculé. Ah, salut, ça va? Ah bah, viens, on va manger. Même la mariée, qui à la fin, quand il y a l'embrouille, elle retrouve... Une amie, elle découvre une des autres personnages. Une des... Misa celle Misa. qui est au lycée. Et elles se retrouvent, elles vont boire un café. Ouais, tout de suite. Donc au final, tout le monde prend un verre avec tout le monde très vite là-dedans, mais... Peut-être que c'est culturel, hein. Bah, je sais pas, aucune Parce que idée. c'est tellement présent. Bah, Peut-être qu'il faut qu'on aille au Japon pour savoir. Eh bah, go, posez les micros, on y va. Alors si quelqu'un veut bien nous offrir un voyage au Japon, qu'on puisse aller découvrir par nous-mêmes sur le terrain comment ça se passe. Mais ça, c'est pour le podcast, Bah oui. finalement. C'est pour la Ah, qualité on du fera un podcast. épisode, hein. Y a pas de problème. Ah oui, oui, pas de souci. Même plusieurs. On fera des vlogs. Mais que en audio. Ça va être super. Ah là, regarde, y a ça. Ah non. Ça, Il y a un je pense qu'on a un concept. Il y a un concept. Je suis trop chaud. Regardez ces paysages incroyables. Je crois qu'il faut le décrire. Alors, nous... Non, tu les spoil. Non, mais oui, et du coup, enfin, moi, cette partie où tout le monde va prendre des verres très vite avec tout le monde, je trouve que ça fait partie de la bonne ambiance. Parce que justement, tu vois, le premier réflexe de Morgane, c'est il y a la peur d'une agression, du harcèlement. Et je trouve que ça met une ambiance très bienveillante de se dire, en fait, ces gens-là, ils vont prendre un café entre eux et voilà, il n'y a pas plus, tu vois. Et ça alimente. En fait, dans chaque petit morceau d'histoire, il y a un truc qui alimente ce côté feel good, justement, qui ressort vachement du Oui, livre. c'est ça. C'est que ça rajoute du feel good. Le côté un peu bisounours, à part une ou deux histoires, mais qui finissent bien. Ouais, c'est ça. Même les trucs nuls finissent toujours bien. Il n'y a pas... Oui, ça finit bien. Il n'y a pas d'accident de personne. Bon, après, ça...
Il n'y a pas de suicide sur les voies. Bah, c'est ça. Bah, après, apparemment, au Japon, il n'y en a pas non plus, en vrai. Mais ouais, il est pas en retard. C'est ça, il n'y a que des trucs cool là-bas. Il fait tout le temps beau. C'est un monde qui a l'air vraiment super sympa. Hein. C'est un bon truc pour donner envie d'aller au Japon. Moi, j'ai eu un peu l'impression de voyager. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé, du coup, mon imagination m'avait foutu dans le RER de la région parisienne. Alors, c'était le RER de loin de Paris, donc c'était campagne et tout, c'était quand même une ambiance cool. Mais très vite, il n'y avait plus cette image du RER parisien. C'était presque les petits trains dans les villes touristiques, quoi. Tu sais, je sais plus, il y a une ligne qui est ultra connue. Je crois que c'est dans les Alpes. Donc c'est un train qui est un truc que touristique, mais qui te fait passer sur des endroits vachement jolis. Le RER a été dégagé et je me suis retrouvé dans un train où tout est mignon, tout est beau. Et l'ambiance est vraiment très agréable. Alors je finissais ma journée de tâche, j'étais super contente de rentrer dedans. J'étais apaisée tout de suite. Puis il lit vite. Ouais, ah oui. Bah, alors, vitesse, je pense que aussi vite que le train. La plupart des gens le font en une ou deux sessions, à mon avis. Oui. Mais je pense qu'il a été aussi du coup pensé pour pouvoir le lire, comme on disait au début, pour le lire dans le train en fait. Parce que tu peux le faire en... Ouais, ça va super vite, c'est plein de dialogues. Je trouve que c'est... dans l'écriture, c'est un truc qui est quand même ultra carré. Oui. L'écriture est très bien posée. Et là où, d'habitude, avec les feel-good que j'ai pu lire, c'est toujours pas... Alors, je peux pas dire pas vraiment abouti, mais si, au niveau de l'écriture, c'est pas vraiment abouti. Que là, c'est hyper maîtrisé. Et puis ça raconte quelque chose à chaque fois. Oui. Chaque histoire raconte un truc. C'est pas juste ces deux personnes qui se rencontrent et qui font des trucs. Ça raconte quelque chose sur la culture japonaise, sur les relations, sur le fait de s'arrêter et prendre le temps pour discuter avec des gens, pour ne pas laisser des gens en galère quand ils sont dans une situation un peu compliquée et tout. C'est pas juste je lis les bisounours. Oui, c'est clair. Il y a toute une... Et puis, il y a presque une réflexion... Je dis presque parce que c'est pas complet, mais une petite réflexion féministe, en sachant que la place de la femme au Japon, on peut en discuter, mais c'est chaud patate. Et du coup, il y a quand même... En fait, surtout surtout la vue le point de vue des femmes. Et du coup, il y a quand même... c'est un feel-good très léger à lire et tu peux le survoler, mais tu peux quand même avoir Il y a des petites choses de glisser par moment, des petites réflexions ou juste des pistes comme ça qui sont posées et qui apportent plus de profondeur. Et qui font du bien d'être dans un truc comme ça. Et il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est les notes de bas de page qui ont été faites par la traductrice et qui sont en fait des petits points culture presque sur le Japon. Oui, d'habitude je lis pas les notes de bas de page et là je les ai lues. Par exemple, la toute première, c'est le caractère vie associé au mot bière signifie bière pression. Et il précise que toutes les notes sont de la traductrice. Donc vu qu'il discute d'un caractère et du sens qu'il peut avoir, parce que c'est une œuvre d'art qu'il voit en passant quand le train passe, c'est rigolo, cette petite note qui te permet de comprendre un peu plus. Et c'est que des petites... là j'en ai une où il parle ils disent juste décoration de Tanabata et on a une petite note qui nous explique que c'est la fête des étoiles et que ça a lieu le 7 juillet et qui explique un peu ce que c'est. Et du coup, ça permet de s'ancrer un peu plus dedans parce que c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu ça. Bon, moi, je pense que t'es moins plongé dedans et t'as pas toute l'atmosphère qui va avec. Mais toute la traduction, même en dehors des notes en bas de page, la traduction globale, elle est carrée. Hein. Je pense que c'est pas facile, mais elle est ultra bien faite. En tout cas, elle se lit bien. Et j'ai bien aimé, en fait, que les traductions, ce soit pas... que ça soit... Et c'est bref, c'est pas des... je veux dire, même quand elle parle de tradition ou de certaines... Non, c'est 2 phrases, mais c'est juste assez pour donner le contexte. C'est ça. Peut-être citer la traductrice du coup, qui s'appelle Sophie Refle. Moi, je trouve vraiment... C'est rare que je me dise que les trades soient bien faites, parce que pour moi, c'est... Quand je suis dans le bouquin, j'y pense pas, mais là, souvent, je l'ai même noté. Je me suis dit souvent...
ça doit pas être facile de traduire un roman dans une langue qui a autant de complexité, ce que tu disais tout à l'heure sur le saké, ou sur la vie et la bière, ça doit pas être facile de traduire, et là, c'était vraiment ultra cool. On a parlé de nos personnages préférés de l'histoire qui nous avaient impactés, mais toi, du coup? Eh ben moi, je vous pose des questions, mais je réfléchis pas. Ah, on va faire les deux. J'ai beaucoup aimé la mariée, avec toute la réflexion qu'elle avait sur la vengeance. Et j'ai bien aimé sa vengeance aussi. Elle est badass en plus. De ouf. Ouais, et c'est d'une fourberie. Oui, puis elle explique le pourquoi elle fait ça et tout le pendant derrière. Et même tout le truc derrière de toute façon, je vais finir par quitter mon taf parce que je vais rester assez longtemps. Parce qu'elle sait que l'autre, elle va arrêter de bosser parce qu'elles bossent ensemble. En fait, les trois bossent ensemble. Elle dit, de toute façon, elle est enceinte et elle va devenir mère au foyer. Et donc, en fait, je vais rester jusqu'à son départ pour que chaque jour, il me voit. Et après, du coup, elle démissionne. Parce qu'en fait, le but, c'est pas que ça devienne une contre-vengeance ou qu'elle subisse et qu'elle vive dans sa haine. Donc, en fait, c'est vraiment un truc qui est réfléchi pour ne pas le souffrir. Et à la fin, elle est ultra épanouie. Elle a tout calculé. Non, mais je trouve ça dingue. J'ai rigolé, j'ai vraiment littéralement rigolé devant le bouquin quand elle dit qu'elle a passé des heures à se faire maquiller pour arriver et dire je serais plus belle que la mariée. Mais vraiment, j'étais devant le bouquin, je suis là, ouais, franchement stylé. Et la posture qu'elle a et tout, enfin vraiment, oui, elle est ultra cool. Puis il faut pouvoir y arriver quand même, à te dire que tu vas à un mariage en t'habillant en mariée pour être plus belle que la mariée et tu y vas. Faut pouvoir le faire quand même. Et se dire, et je serai dans leur album photo. Oui, parce qu'en plus, elle a posé avec eux. Elle n'est pas restée sur les photos de table, du coup, parce que la mariée a dit non, mais on va peut-être arrêter les photos avec elle. Mais du coup, assez pour saouler les autres. Tout, du coup, le mariage a été construit autour d'elle. Pour expliquer, du coup, elle apprend que son mec l'a trompée avec cette femme. Au lieu de faire un scandale, elle dit, ok, je fais pas de scandale, mais je veux une condition. Je veux être à votre mariage. Ah, c'est... Et là, elle dit juste, la description de ce moment-là est tellement parfait. On revient sur la grand-mère qui vient de lui dire, non mais, est-ce que c'était bien, est-ce que ta vengeance a assez bien passé? Est-ce que t'as été au bout du truc? Il y a quand même toute une réflexion sur ça ne se fait pas, et du coup, t'as le regard des autres, t'entends d'autres personnes qui la jugent dans le train, parce que du coup, ils comprennent que c'est pas la mariée, et que du coup, c'est honteux de s'habiller en blanc à un mariage. Il y a d'ailleurs un couple qu'on reprend plus tard. Oui. Du coup, c'est la pire relation. Oui. Et d'ailleurs, cette construction, je l'ai trouvée ultra bien. Je m'y attendais pas du tout à ce qu'on ait l'aller. Et au milieu du livre, à ce qu'on ait le retour. Je m'y attendais pas du tout à cette construction-là. Et en fait, j'ai adoré ça. De pouvoir avoir de nouveau ces personnages-là qu'on a vus au début, mais avec un peu de temps qui s'est passé, et du coup de retrouver en fait ce qui s'était passé après. La construction, elle est géniale. Moi, quand j'ai lu le retour, j'étais un peu déçu. Ah. Enfin, quand j'ai lu juste la page avec écrit le retour dessus, parce qu'après, en fait, ça se passe bien. Mais j'ai écrit à la fin de la première ou deuxième session que je trouverais ça encore plus fou de raconter le côté éphémère de ces histoires. Là, je me disais, si t'as juste l'aller, c'est juste une histoire ultra éphémère, comme un truc qui se passe dans le train. Et t'as coup, pas la suite de l'histoire de chacun. C'est ça, t'as juste vécu ce truc comme un passager. Et du coup, quand j'ai lu, il y a une page avec écrit le retour pour passer à l'autre moitié du livre, j'étais là. Ah, je sais pas si j'ai envie et tout. Et en fait, tu lis, justement, voir cette évolution des gens, c'est quand même ultra, ultra intéressant, parce que il y avait plein de situations qui méritaient de se débloquer et qui donnaient envie de savoir où ça allait. Mais j'avoue que j'ai été un peu surpris. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai aimé, que j'ai pas eu le temps, en fait, parce que j'ai enchaîné direct, j'ai pas eu le temps d'avoir cette réflexion-là, de me dire ah merde, en fait, j'aurais aimé que ce soit éphémère. Parce que j'aurais pu l'avoir aussi. Mais en fait, en reprenant la lecture direct après, je me suis dit, mais en fait, l'idée, elle est hyper cool, parce que je m'attendais tellement pas à ça, à avoir ce retour-là et à resuivre les personnages, que du coup, en fait, je suis agréablement surprise et j'ai pas le temps de me dire merde, en fait ça aurait pu être fait autrement et peut-être que ça aurait été mieux. En fait, j'ai plus eu ta réflexion à toi où je me disais c'est cool le côté éphémère, et après le retour me dire mais en fait c'est assez cool de les revoir. Ça aurait été moins pertinent de le construire autrement, et
Et effectivement, même juste dans l'architecture du bouquin, effectivement, quand tu vas quelque part en train, globalement, il y a des chances pour que tu reviennes. Donc, tous ces trucs-là, le fait que une histoire, ce soit d'une gare à une autre, et d'après ce que j'ai compris, je suis pas sûr à 100%, les chapitres d'une gare à une autre sont plus ou moins longs en fonction de la distance qu'il y a en vrai dans les gares. Je crois que c'est expliqué au début, non ? J'ai un doute, mais je crois que la longueur du chapitre correspond à plus ou moins à la longueur du trajet. Et c'est trop bien comme idée, quoi. Toute l'architecture est folle. Mais tout a été pensé, en fait. Oui, mais en fait, non, c'est dans le roman qu'elle le dit. C'est dans le roman ? Oui. Okay. Où elle dit à un moment donné, c'est un des chapitres les plus longs, elle dit, et puis c'est la distance... Ah, j'avais pas remarqué que c'était entre ces deux gares la distance la plus longue du train, et c'est le chapitre le plus gros, je crois. Ok, je l'ai compris tout de suite en lisant ça, du coup. Je pensais que c'était même écrit en explicatif. Mais... Moi, je suis admiratif. Je pense que l'histoire des chats, il y a un moment ou un autre où j'y passerai. Je sais plus c'est quoi le Mémoire d'un chat. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, j'y passerai, parce que de ce que j'ai vu, il y a aussi beaucoup de light novel et de manga. Du coup, ça me donne moins envie. Mais Mémoire d'un chat, si c'est aussi bien écrit, j'ai trop envie d'y aller, quoi. Je pense aussi que je relirai... Alors, peut-être pas Mémoire d'un chat, parce que j'en ai trop entendu parler en librairie, et du coup, j'ai pas du tout envie. Mais je pense que je serais amenée à lire d'autres ouvrages. Mais du coup, plutôt dans un esprit où quand je pars en vacances. Ou un truc comme ça, où vraiment je suis posée, parce que ça donne... Je trouve que ça va bien avec cette atmosphère-là, de vacances. Souvent, le livre, c'est bien. Et on aime bien lire. Hein. Sympa la lecture. Vous oubliez ce que je lis d'habitude. Donc moi, quand t'as une lecture comme ça qui tombe, ça fait du bien quand même un peu. Même tes livres à toi, ils sont mieux quand tu les lis en vacances que quand tu les lis au boulot. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il nous faudrait plus de vacances. Ah oui, évidemment. Bon, il faudrait qu'on soit payé pour lire les livres. Non, juste être... on paye pour ce qu'on veut. Hein. Si je suis en vacances... Tant qu'on me paye à être en vacances, ça me dérange. Après j'adapte mon emploi du temps, hein, mais... Pour revenir sur le côté retour, où il y avait toute ta petite frustration au début ou quoi, moi, en fait, là où j'ai raccroché vraiment vite, c'est que... On va dire qu'à l'aller, tu croises A et B qui se sont rencontrés, C et D qui se sont rencontrés, mais en fait, dans le retour, tu auras B et D qui vont se rencontrer, et du coup, il y a vraiment un lien. Et il y a plein de monde qui se croise. Il y a, je crois, au moins 2 histoires qui tournent autour d'un groupe. Non, il y a plus que ça. D'un groupe de femmes globalement âgées qui se comportent très mal vis-à-vis des gens dans le train au Japon. Et ce groupe-là rapproche pas mal de gens au final. Oui. Parce qu'il y a l'histoire d'une des femmes dans ce groupe. Oui. De la grand-mère. De la grand-mère. De la mariée. Oui. Ils se recroisent tous. Ils se recroisent tous avec ce groupe dans le train de retour. Même le couple de geeks. Il me semble que oui. C'est pas eux qui sortent la grand-mère C'est eux qui sortent la grand-mère. Ah oui, donc en fait, ce groupe de personnes qui est très énervant dès le début va recroiser tous les persos. Ouais. Et au final, il n'y a que le perso du groupe qu'on voit qu'une fois. Celle qui décide de lâcher le groupe et de rentrer chez elle parce que... Oui. Elle n'est pas là à l'aller, du coup, elle est là que au retour. Ce groupe-là, on l'a que au retour. Oui. Du coup, ce personnage-là, on ne l'a pas à l'aller. Oui, mais je veux dire, elle le développe un peu quand même. Et c'est le seul qu'on voit qu'une fois et qui croise, en gros, un perso... Et qui va quand même avoir... Moi, ce groupe-là, je l'ai trouvé très énervant. Et j'ai trouvé ça trop bien à travers ce petit bout de récit, de dire mais il y a des gens qui sont énervants, mais c'est pas pour autant que c'est des mauvaises personnes, quoi. Parce que cette pauvre bonne femme qui suit ce groupe, qui a l'air d'avoir une mauvaise influence, dans le fond, elle est pas méchante, elle est juste suiveuse, et j'ai trouvé ça cool que ce soit quand même souligné que il y a aussi des gens qui vont t'énerver parce que à ce moment-là, ou parce que pour des raisons, et ça apporte un truc agréable au final, quoi. Je trouve que c'est une bonne piqûre de rappel à certains moments pour te dire de pas forcément juger les gens sur ce qu'ils sont et ce qu'on peut avoir tendance à faire, et notamment dans un train en croisant juste des gens et en voyant leur comportement à un instant T sur une très courte période. Ouais, mais ça c'est les jolies philosophies, quoi. Parce qu'en vrai, quand t'es dans le train dans une situation où quelqu'un
va être désagréable ou quoi, sur le coup, tu vas pas dire « Ah oui, bon, tant pis, je vais prendre cher et puis Mais je vais sur passer le, du coup, tout. sur le coup, ils se le disent pas. Mm. Sur le coup, ils sont tous en train de dire qu'elles sont très énervantes, on va dire. Les gens qui nous écoutent. Mais c'est après où je sais plus qui reste avec cette femme-là et se rend compte que c'est pas Je crois que forcément. c'est une des écolières. J'ai plus c'est le nom. une des Peut-être un écolières. truc- j'ai peut-être un Le truc nom comme ça. était difficile et je l'ai pas Oui, retenu oui. celui-là, mais... Mais non, je pense pas que la philosophie ce soit faut tout pardonner, faut être gentil avec tout le monde et tout. C'est plus se dire peut-être qu'il y avait des raisons pour que ces personnes-là soient reloues et en vrai ça fait du bien aussi d'insulter des gens dans ta tête et ça soulage. Non, on n'est pas des bisounours non plus, mais j'ai trouvé ça cool justement de dire oui sur le coup ils t'ont saoulé, mais il faut aussi accepter de passer à autre chose et de se dire que peut-être qu'il y avait des raisons ou peut-être pas. Il y a aussi des gens qui sont très cons. Mais tu vois, une des histoires qui m'a un peu marquée, c'est du coup le couple, la fille qui se fait taper dessus par son gars. Elle te l'emmène du coup du point de vue de la fille. Et je trouvais que c'était une bonne piqûre de rappel sur les nanas qui restent avec des mecs violents. C'est pas parce qu'elles sont bien. Enfin, parce que... Et souvent on dit oui, c'est bon, il a levé la main une fois sur toi, pourquoi tu te barres pas? Ouais. Parce que si la vie était aussi simple, ce serait beau. Et du coup, j'ai bien aimé, même là, tu vois, dans le côté un peu sombre du livre, parce que c'était le point le plus sombre du livre, l'histoire la plus, un peu plus dure. Elle arrive à l'emmener en douceur quand même, parce que ça se finit bien et qu'elle finit par se barrer. Et le déclic est mignon. Oui. Où elle écoute ce groupe d'écolières où il y a c'est la lycéenne qui a elle a une vie de couple plus quali. Et qui appelle son copain l'idiot parce qu'il n'arrive pas à lire les caractères de la laine ou de je sais plus quoi pour faire la lessive. lessive. C'est ça, de faire la lessive. C'était la soie. Parce qu'en gros, ils regardent les étiquettes des vêtements. Ça. Oui. Et t'as le groupe de lycéennes qui du coup ont eu des cours sur ces caractères-là, qui sont là maintenant. Mais le gars, il est étudiant à la fac et il sait pas... Il travaille même. Ah oui, il travaille. Son mec. Il vient de finir ses études. Il travaille et il sait pas lire le truc et tout. La démarche de... ça va être le déclic. Parce que mine de rien, c'est une leçon qu'elle apprend d'elle-même, mais à travers des gens plus jeunes qu'elle, et ça peut parfois être difficile d'accepter d'avoir des leçons dans ce genre de cadre et tout. Et ouais, du coup, effectivement, ça se finit bien, donc ça se finit bien. Ils se séparent, et du coup, elle a l'air d'être elle est plus heureuse sans lui, et du coup, c'est ultra cool. Mais même le cheminement est bien construit et agréable, quoi. Mais ça arrive aussi par une phrase que la grand-mère, elle lui dit. Oui. Il ne vaut rien. Ah oui, c'est ça. Et si vous disiez stop parce que vous allez souffrir? Et ça a été ça un des déclics. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, elle a cette phrase qui lui fait un déclic, mais elle dit aussi que c'est un déclic sur un court terme. Et c'est après, quand elle entend encore une discussion, qu'elle se dit non, mais en fait, vraiment, faut que ça s'arrête, quoi. C'est pas du on-off. Et puis c'est pas instant. Et du coup, ça aurait pu perdre en crédibilité de... De fou. Du coup, je suis dans une relation ultra toxique où je me fais taper dessus et tout ça. Et elle décrit hyper bien, je trouve, l'ambivalence entre les deux sentiments de je l'aime et il est parfois gentil. Et en même temps, il peut être ultra violent. Et du coup, le fait que le déclic soit pas automatique et qu'elle ait le côté, en fait, même quand je décide de le quitter, il faut que je me protège. Donc elle veut le quitter. Mais elle prépare le message, mais elle lui envoie pas tout de suite parce qu'elle a peur qu'il revienne trop tôt, parce qu'il faut qu'elle récupère, qu'elle passe à l'appart chercher les affaires avant que lui rentre des jeux. Et en fait, après, tu l'as reçu où le gars la harcèle quand même, vient taper à sa porte, hurle à la rue et garde une forme de violence et veut garder une emprise sur elle. Avec le truc, un des trucs marqués, c'est qu'elle disait, de toute façon, il me disait que il pouvait pas accepter que moi je le quitte, mais que lui pourrait accepter de me quitter. Oui, il y a quand même des trucs lourds. Hein. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est un vrai feel-good. Mais en fond, t'as quand même du point de vue des femmes, que ce soit au niveau des études, du travail, des relations amoureuses, la perte de son mari pour la grand-mère. Il y a des sujets dans toutes les histoires. Oui, c'est ça. Et même si c'est court, c'est fait avec beaucoup de sérieux, quoi. Ouais. C'est vraiment très chouette. On n'a pas fait le tour de toutes les histoires,
Parce qu'en fait, sinon, je pense que si on les décrit toutes, ça vaut plus le coup de le lire. Non, mais je crois qu'on a fait le tour des notes que j'ai prises, en tout cas. Je Et regarde. puis, pour le coup, c'est vraiment un bouquin que je conseille. Moi, j'ai déjà dit que j'allais le refiler à un de mes potes. C'est un bouquin que je conseille de lire. C'est vraiment pas long et c'est enrichissant et c'est un bon moment. Donc, Bah moi, je vais le filer à ma responsable au travail qui part au Japon cet été. elle veut pas du coup, nous emmener. je lui ai dit, mais je lui ai dit, bah tiens, j'ai un livre à te donner, tu le liras dans l'avion. Alors ok, c'est pas un train, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien le lire au moment où je pars pour aller visiter le pays. Ah ouais, je trouve que c'est un truc Du bien coup, ton sympa premier et- trajet en train là-bas, tu le vis pas du tout pareil. Bah oui. Mais moi, c'est un truc maintenant où, du coup, si je vais au Japon assez longtemps, je pense que j'essaie de me faire la ligne, tu La vois. ligne, ouais. J'y ai pensé aussi. Et de m'arrêter Surtout, je crois que c'est une région. J'ai oublié de le mettre dans la biblio. Ouais. L'autrice vit dans Sur la cette région, ligne. sur cette ligne-là, et dans les biblios que j'ai lus, c'est revenu une fois ou deux qu'elle était un peu chauvine de sa région, et que du coup, peut-être que ça ressort dans son bouquin, et oui, elle vit en tout cas dans la région où cette ligne passe là, et ça a l'air d'être ultra joli. Mais en plus, je me dis toutes les descriptions qu'il a fait avec le sorte, j'ai plus le terme, mais la sorte de portique qui est sur un toit là. Oui, Bah, ça doit j'ai être, pas le terme non plus. ça doit être vrai, tu vois. Et du coup, je me dis, tu t'arrêtes juste pour voir, parce qu'en vrai, je pense que c'est une vraie description des différentes villes que Ouais, tu traverses. Mais ça fait partie des livres où, quand je les lis, je me dis putain, ça me ferait chier de plus être libraire parce que j'aimerais le faire découvrir à Oui. des gens. Donc, vraiment une Mais surtout très bonne que découverte. c'est le genre de livre où tu dis, ah, la librairie où on bosse ensemble, c'est je l'aurais bien conseillé Ouais. à cette cliente-là. Ah, j'ai des personnes l'aurais- dans la tête. J'ai plus les noms parce que voilà, mais il y a quand même des clients qui nous ont marqués où je dis, ah, putain, Ouais. mais je lui proposerais bien. Ouais, totalement. Une belle découverte. Très très bonne surprise, ouais. Ça change. Par rapport au dernier épisode, oui, c'est pas la même ambiance. À ceux qui voulaient encore nous écouter, nous énerver à propos d'un livre, bah, ce sera pas sur celui-là. Ouais, Voilà. on recommencera une autre fois. Oh, ça oui. viendra, ça viendra. Donc, je pense qu'on a fait le tour du livre. Donc, je vais vous proposer de goûter le sans-alcool. Avant de continuer, il faut savoir que dans le livre, en fait, moi, j'ai vu que du café et du thé. Et apparemment, quand il fait 35 degrés en France, Clément ne veut pas boire de thé ou du café. Qu'on tourne le soir. C'était pas idéal. Ouais, on a déjà bu du chai latte, tu vois. C'est vrai. Là, c'est vraiment parce qu'il fait chaud, quoi. Après, moi, si tu veux, on se fait un café, y a pas de galère. Mais... Non, j'aime pas ça. Mais du coup, on n'avait pas de citation spécifique pour les boissons qu'on boit. Donc, j'ai pris une citation qui parle un peu qui décrit une des supérettes qu'on peut trouver au Japon, où on pourrait, j'imagine, trouver ces boissons. Donc, je vais commencer par la citation. Elle salua le gardien et entra dans le supermarché. Des légumes en promotion étaient proposés près de l'entrée, mais elle renonça à en prendre, ne voulant pas se charger. Faire le tour de la petite surface bien achalandée, qui remplissait toutes les fonctions attendues et fermait tard le soir, ne lui prit pas longtemps. Ces horaires étaient pratiques pour les personnes seules, qui pouvaient y trouver autre chose que les repas tout près de Combini, ces supérettes de proximité ouvertes 24 heures sur 24, qui offrent toutes les mêmes produits. Une femme mariée qui travaillerait et habiterait près d'ici n'aurait aucun mal à tenir son ménage, se dit-elle, et cela raviva sa blessure. Aucune chance qu'elle soit dans ce cas dans l'immédiat. Le rayon traiteur se trouvait juste avant les caisses. En plus des boîtes repas, il offrait une variété de boulettes de riz, à l'emballage et à la composition plus artisanaux que celle des Combini. Elle en choisit une et prit une bouteille de thé. Et donc là, on boit, la marque, sûrement, c'est Atta. Et c'est on en a pris deux, il y a une limonade nature, du coup, et une limonade au litchi. Lequel avez-vous préféré ? La nature. Ouais, pareil. J'aime bien parce que c'est plus pétillant. Après, c'est très 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 sucré. Bah, je boirais pas une bouteille entière. Ouais, non, clairement, c'est du soda, comme on a les
les machines dans les gares où tu prends un coca, quoi. C'est vraiment l'état d'esprit. En même temps, c'est un peu aussi pour ça qu'on les a pris. C'est que ça faisait un peu boisson de gare ultra sucrée et facile à boire, mais peut-être qu'on est un peu trop vieux pour prendre autant de sucre en si peu. Je crois que je bois plus de soda sucré. Enfin, je crois que le max que je prends, c'est du iced tea. Ouais, bah oui. Et du coup, c'est quand même, je trouve, moins sucré. C'est compliqué du coup là. J'ai l'impression que ça me déchausse les dents. Ouais, on a du caramel dans la bouche. Là. Ouais, puis moi, je trouve que les bonnes limonades sont pas les limonades sucrées, quoi. Là, ça a presque même pas le goût de la limonade. Il y a des bulles et du sucre et ça va pas beaucoup plus loin, mais... Oui. Ça fait le job qu'on lui demande. Oui. C'est une boisson qui donne soif. Oui, c'est horrible. Non, pas... Enfin, moi, je trouve ça pas ouf, quoi. Après, c'est l'ouverture qui est rigolote avec la petite bille en verre. Oui. Bon, voilà, ça change de ce qu'on peut voir, nous. On va continuer, du coup, sur le bouquin et on passe au sujet d'invention. Donc, qu'est-ce que vous changeriez dans le livre ? Ou qu'est-ce que vous auriez aimé voir, ou moins voir, plus voir ? C'est pas un changement. Et c'est quelque chose qui implique que ce soit pas le même auteur, mais je me disais, j'aimerais bien voir la même architecture, mais dans d'autres pays, du coup. Parce que là, on apprend plein de trucs sur la culture japonaise. Et je me dis, c'est un trop bon moyen, tu sais, un truc très commercial de faire une saga. Un peu Martine à la mer et Martine va couper du bois. Et bah là, c'est des histoires des tranches de vie de gens au Japon, en Allemagne ou même en France, en vrai. Enfin, tu vois, dans tous ces coins où en plus le train est un peu culturel. Il y a plein de pays où ça l'est. Et du coup, je me disais, ce serait sympa de voir ça dans d'autres pays et du coup d'apprendre d'autres choses. Mais à changer dans le bouquin, à rajouter dans le bouquin, moi je trouve qu'il se suffit vraiment à lui-même pour le coup. Morgane ? Je sais pas. Si peut-être que j'aurais aimé de la description de paysage un petit peu par moment. De ce qu'on voyait, ce qu'on aurait eu. Parce que qu'on les aurait passagers pu, voient, ouais, à part au début, c'est ça, ils le font au début. Ouais. Mais c'est pas poussé sur tout le livre. J'aurais bien aimé à certains moments des petites touches comme ça de paysage pour m'ancrer encore un peu plus dans le décor, mais c'est vraiment en plus. Sinon, oui, effectivement, il se suffit à lui-même et j'aime beaucoup ton idée, Clément. Je trouverais ça vraiment sympa d'avoir justement ça dans plusieurs pays. Et toi ? Moi, je m'étais fait la réflexion que j'aurais bien aimé une carte. Une carte avec vraiment la ligne et peut-être avec à retrouver sur la carte, par exemple toi t'as le nom de la gare et les symboles dont ils vont parler, genre le sort de portique sur le toit, les fougères, le machin, tu vois, enfin juste retrouver des éléments de l'histoire juste sur une carte, parce qu'il y a des moments je me dis oui mais en fait la ligne du train devient secondaire parce que les noms te disent rien, ça devient complètement secondaire et du coup j'aurais bien aimé avoir un peu plus sur la ligne, avec une petite carte. Ouais. Ouais, ça aurait pu être cool. Sur un format grand livre, un truc un peu joli, ça aurait pu être sympa. Oui, puis toi, il y a des persos, il y a plusieurs fois, ils disent « Ah, moi, j'habite près de cet arrêt-là. » Et du coup, ils disent « Ah, c'est pas très loin en bicyclette. » Oui, mais en fait, toi, t'as déjà oublié les autres noms. Et donc, en fait, tu sais plus. T'as pas de cartographie... Bon, après, c'est pas dur à faire soi-même. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. En vrai, il doit y avoir une carte de cette ligne-là qui se trouve sur Internet et après le faire soi-même, mais c'est moins... Mais c'est un petit plus que j'aurais bien aimé. Ouais, ça aurait été cool. Puis surtout, quand tu vois la couverture, qui est jolie, tu te dis, si c'est les mêmes graphistes, il y aurait pu avoir un truc un peu onirique. Carrément. Eh ben, on a été ultra efficace sur ce sujet d'invention du tout. C'est rare qu'on soit aussi... Qu'est-ce qui nous a inspiré plus que les derniers. On a moins de trucs à y changer aussi, forcément. Oui. Oui, parce que le dernier, il fallait changer tout le livre. Donc forcément, c'était... Bon. Allez, on en remet une couche. Et ça repartit pour 1 heure. Allez.
Sur combien de podcasts on va pouvoir en parler de cette Je pense qu'il va revenir souvent. Oui, il va revenir. Du coup, nos partages culturels. J'en ai pas. Voilà. Ça va très vite. Je vais peut-être trouver pendant que tu parles. Ouais. Vas-y. Ça risque d'être un peu long en plus. Tant mieux, du coup. Oui, je vais raccourcir parce que sinon, même moi, je vais avoir envie de partir. Pour le coup, l'enregistrement de cet épisode tombe très bien parce que je savais pas comment parler de ma licence de jeu vidéo préférée. Et il s'avère qu'ils ont sorti un jeu il y a 3 semaines qui se déroule au Japon, où je vais pouvoir vous parler de ma licence de jeu préférée, qui est donc Forza Horizon. C'est un jeu de voiture. Donc du jeu vidéo et de la voiture, c'était pour moi. C'est une licence qui a commencé il y a un bon moment, parce que c'est l'épisode 6 qui sort. Pour un petit tour rapide, c'est développé par le studio Turn 10, édité par Microsoft. Dispo sur PC et Xbox Series. C'est un peu cher, ça vaut entre 80 et 120 € selon la version. En sachant qu'il est disponible sur l'abonnement de la Xbox qui permet de ne pas avoir à le payer en plus. Pour poser un peu le décor, donc c'est un jeu de voiture en monde ouvert où il y a un festival qui s'installe dans une région. Là, en l'occurrence, le Japon, c'est pas une vraie carte, il y a quand même de l'architecture de carte qui a été faite et tout. Ils sont passés par d'autres coins que le Japon. Il y a eu le Colorado, le sud de la France, ce genre de coin. Globalement, il n'y a pas d'histoire. C'est juste, on fait vroom vroom et on fait les courses et c'est rigolo parce qu'il y a une bonne ambiance. Ils ont quand même vachement travaillé à faire en sorte que il n'y ait pas que les courses qui comptent. En fait, c'est plutôt accessible dans le sens où juste en se baladant et en découvrant des coins, ça reste agréable. C'est assez facile à prendre en main, donc ils ont fait un gros travail là-dessus. J'ai pas grand chose d'autre je pourrais raconter pourquoi c'est un très bon jeu de voiture et tout, mais on va passer outre ce genre de choses. On voulait aussi parler de celui-là parce qu'il y a un sujet qui m'a particulièrement touché et énervé autour de ce jeu, c'est que donc c'est des jeux. C'est des gros jeux, c'est des jeux qui coûtent très cher à faire, qui sont vraiment mis en avant par Xbox. Ils essayent de vendre leur console grâce à ce genre de choses. Et du coup, c'est des jeux qui ont toujours été doublés, sauf celui-là. En vrai, une voiture qui fait vroom vroom, qu'elle te le dise en anglais ou en japonais, ça change pas grand-chose fondamentalement. Le seul truc qui est énervant, c'est la raison pour laquelle ils ont refusé le doublage français, c'est que Microsoft travaille énormément par de l'IA et les seuls doubleurs qui ont refusé de signer des contrats qui disaient que tout ce qu'ils allaient travailler pouvait être utilisé par l'IA pour les remplacer plus tard, c'est les Français. Et Microsoft, pour régler le problème, a dit on travaille pas avec les Français. J'adore le jeu, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a autour, mais l'industrie du jeu vidéo est parfois très énervante, souvent très énervante, et je tenais à le souligner dans ce genre de moment. Et je vais passer à côté de tous les problèmes de licenciement que, si vous jouez aux jeux vidéo, si ça vous intéresse, vous êtes déjà au courant, mais globalement l'industrie est pourrie. Le jeu est très bien. Je sais pas quoi en penser. En vrai, le jeu est très cool et très accessible. En vrai, c'est un jeu de voiture où tout le monde peut y jouer. C'est un peu plus difficile qu'un Need for Speed, mais ça reste le jeu de voiture de plein de gamins. Non, mais moi, je crois que j'ai essayé plusieurs jeux de voiture, dont avec toi. Et je crois que, à part me prendre des murs... c'est pareil. Ça demande un investissement. Non, mais même, je veux dire, je pense que on avait le Need for Speed. C'est ça. Quand j'étais gamine, et on l'avait poncé avec mon frère, et moi, j'ai poncé les murs, quoi. Je suis vraiment, pareil, j'arrive pas, quoi. Même à Mario Kart, je me prends les murs, alors c'est pour dire, tiens. Ah, moi, je me prends je tombe tout le temps. Oui. J'évite les murs. Je joue avec le truc pour les gamins, tu vois, je ne peux pas sortir de la route. Typiquement, Forza Horizon propose un système de jeu qui est un peu comme ça, où
Tu vas avoir une assistance accélération, freinage, et la voiture va tourner un peu pour toi. Et c'est en ça que c'est très accessible. C'est que ça va de je lance ma course et je vais être aidé à tout, à un niveau de simulation qui est en vrai pas... C'est pas le truc le plus simulation qu'on a vu. Il y a des jeux qui se jouent que au volant et tout, là ça joue très bien à la manette. Mais du coup, ils brassent tellement large que quelqu'un qui joue pas au jeu de voiture, qui va vouloir aller se promener au Japon, va pouvoir y prendre du plaisir. Et quelqu'un qui a envie de vraiment mettre un truc difficile et de pas avoir d'aide, ça va pas tant le frustrer, quoi. Ouais. Après, faut quand même aimer les jeux vidéo, faut quand même aimer les jeux de voiture, sinon ça sert à rien. Et c'est pour ça que je pense que c'est une recommandation qui est un peu biaisée. Tous ceux qui écouteront ça et qui aiment les jeux de voiture, ils auront déjà joué. Oui, c'est un peu le... C'est juste la l'idée, reco c'est de dire facile. j'ai aimé. Et j'ai aimé. J'aime. Et en fait, c'était écrit que j'allais aimer un jeu des voitures du Japon. Je suis pas fan de Japon, mais en vrai, quand on aime les voitures, c'est quand même un pays qui est fascinant. Et ils ont réussi à justement, un peu comme dans... C'est exagéré, mais un peu comme dans le bouquin, à transmettre une culture de la voiture japonaise qui est intéressante. Et c'était un bon moment. Donc c'est pas une recommandation, c'est juste vous dire j'ai passé un bon moment. Je me suis amusée ces derniers jours. J'ai réfléchi, j'ai pas de reco, mais en ce moment, en fait, je fais pas beaucoup de découvertes. Tu sais, je me mets dans mes bulles de cocon que j'ai déjà vu poncer, que tout le monde connaît, et du coup, j'ai pas fait de découvertes ces derniers temps. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'en faire à chaque épisode. Hein. Moi, Ouais. j'ai fait que lire Throne of Glass, alors voilà. Donc je recommande Throne of Glass. Du coup, notre prochaine lecture, c'est proposé par Morgane. Et cette fois, on part sur un polar déjanté écrit par Benoît Philippon, qui est Mamie Luger. N'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser des commentaires sur le podcast, réagissez. On sera ravis de vous répondre. Et bonne soirée à tous. Salut, salut! Salut! Salut!